Le froid de janvier collait aux vitres de l'hôpital Saint-Julien-l'Apôtre, plus mordant que l'air stérile des couloirs. Dans le pavillon de soins palliatifs, Notre-Dame de la douleur assoupie. Le silence n'était pas une absence de bruit, mais une épaisseur palpable. Le pavillon de soins palliatifs de Saint-Julien était vide. Moreau, le dos voûté par un mauvais sommeil, scrutait la chambre vide du 4e patient. Dubois, à ses côtés, compulsait des notes sur sa tablette, la lueur bleutée, accentuant sa pâleur. 4 en 10 jours, chef. Même heure, même paix surnaturelle sur le visage. Ce n'est pas un tueur, c'est un service de finition. Moreau grimaça. L'expression était atroce mais juste. L'infirmier en chef, les traits creusés par de nuit blanche, avait été catégorique. Certains l'appelant la faucheuse. Monsieur qui la voit, il parle d'une dame en gris. Elle ne fait pas peur, elle apporte un soulagement. La surveillance fut installée. Caméras muettes dans les couloirs microsensibles. Moreau et Dubois passèrent la nuit dans un débarras transformé en salle d'observation, à boire un café amer. Rien, seul le râle doux de la ventilation et les gémissements étouffés de la souffrance contenue. La nuit suivante, à 2h45, l'alarme du mouvement du couloir C, désert, se déclencha sur un écran. L'image en noir et blanc, montrant un couloir vide, puis une silhouette apparut, non pas au bout du couloir, mais au milieu, comme si elle avait toujours été là. Une femme, en effet, vêtue d'une longue robe ou d'un manteau gris clair, d'une coupe indéfinissable, ni ancienne ni moderne. Ses cheveux étaient tirés sur un chignon sévère. Elle ne marchait pas, elle glissait, ses pieds invisibles sous les ponts de tissu. Elle s'arrêta devant la chambre 7. La porte était fermée. Elle posa la main sur la poignée. Elle ne tourne pas. Elle s'effaça, non pas en disparaissant, mais en devenant translucide, puis en traversant la matière, comme une ombre portée sur un écran d'eau. Moreau était déjà dans le couloir, son arme dégainée par réflexe. Bien qu'ils sachent son inutilité, ils se précipitèrent devant la chambre 7. Par le hublot, ils virent la dame en gris était assise près du lit d'un vieil homme, Monsieur Lefebvre, atteint d'un cancer généralisé. Elle ne le touchait pas, elle le regardait, et de sa bouche sortaient des mots, non des formes, des légères volutes de brume gris pâle qui dansaient dans l'air froid de la chambre et semblaient se fondre dans le halo de la vieillesse. L'homme, les yeux grands ouverts, ne la regardait pas avec peur, avec une gratitude infinie, épuisée. Il hocha faiblement la tête. Un sourire déchirant de soulagement fendit son visage ravagé. La dame se leva. Elle tendit la main, non pour prendre la sienne, mais pour effleurer à quelques centimètres son front. Une lueur très faible, comme celle d'une bougie qu'on éteint en soufflant doucement, émana du front de l'homme et se mêla à la brume autour de la dame. Puis l'homme ferma les yeux. Son visage se détendit complètement, libéré d'un poids indicible. Le moniteur cardiaque, jusqu'à la régulier, émit un bip lent et plat. La dame tourna la tête, elle regarda droit vers la porte, droit vers Moreau à travers le hublot. Ses yeux n'étaient ni noirs ni perçants. Ils étaient d'un gris identique à sa robe, d'un gris qui contenait toutes les nuances de la pluie, du crépuscule et de la sonde. Un gris qui était une absence de couleur, mais une présence absolue. Elle ne souriait pas, elle n'avait aucune expression, juste une reconnaissance tranquille, même si elle le saluait, lui, le gardien de l'ordre des vivants, depuis son royaume de l'entre-deux. Puis, elle se retourna et marcha vers le mur du fond. Elle ne l'ouvrit pas. Elle y passa comme à travers un rideau de brume et disparut.
L'air dans la chambre redevint immobile, seulement habitué par le corps désormais vide de M. Lefebvre et le bip monotone de la machine. Bidulbois, lui, avait changé. La peur avait cédé sa place à une fascination grave. Chef, on ne peut pas traiter ça comme une enquête classique. On ne comprend pas le mécanisme. On ne peut pas protéger les autres si on ne sait pas contre quoi ni pourquoi. Tu as une idée? Thérèse, elle nous a aidés sur l'affaire Johnson. Elle parle leur langage, le langage de ce qui dépasse. Moreau sentit une réticence viscérale. Faire appel à cette femme, s'enfoncer plus loin dans cette brume, c'était franchir une ligne. Mais le regard de Dubois était têtu. Il ne s'agissait plus de curiosité, mais de devoir protéger les vivants, même contre une menace qui ressemblait à une pitié monstrueuse. La boutique de l'Oracle Noir sentait toujours la cire d'abeille. Madame Thérèse écouta Dubois sans l'interrompre, ses doigts effleurant les perles d'un chapelet. La dame en gris, vous ne trouverez pas son nom dans vos registres. Elle n'est pas de l'ordre du crime, inspecteur Dubois. Elle est de l'ordre de la transition. Elle emmène les âmes. Pourquoi celle-ci? Et pourquoi maintenant? Parce qu'on l'appelle. Pas avec des mots, avec une certaine qualité de désespoir silencieux. Une âme qui, au-delà de la douleur physique, est épuisée d'être. Le corps devient une prison dont la clé est perdue. La dame étend cet appel. Elle vient ouvrir la porte. Et l'âme, que devient-elle? Un silence. Thérèse choisissait ses mots avec une gravité inédite. Imaginez une cicatrice sur la peau de l'âme, une douleur si profonde, si persistante, qu'elle risque de se perpétuer au-delà. La dame, elle sait par la flamme pure de la conscience de souffrance qui l'étouffe. Elle récupère ce qui peut encore voyager. Le reste, la douleur, la peur pure, s'évapore. C'est une miséricorde alors. C'est une fonction, comme un chirurgien qui ampute un membre gangrené pour sauver le corps, sauf qu'ici le corps est perdu. On sauve l'essence, mais ce n'est pas sans conséquence pour elle. Elle ouvrit un vieux livre en pages gondolées, montrant une gravure à l'encre fanée, une silhouette indistincte entourée de volutes grises. Chaque souffrance qu'elle neutralise, chaque attache qu'elle tranche, cela laisse une trace sur elle. Elle est le réceptacle des fins difficiles. C'est pour cela qu'elle est toujours seule, c'est pour cela qu'elle est grise. C'est la couleur de la cendre des âmes dont elle a pris soin. Vous voulez protéger les autres patients. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle n'est pas dans notre plan. Mais vous pouvez peut-être influencer le choix. Elle répond à un appel. Si vous parvenez à apaiser cet appel chez les vivants, à renforcer leur volonté de tenir, même fissurée, elle pourrait passer son chemin. Elle ne prend que ce qui est offert, même si cette offre est un désespoir muet. Comment? La présence, l'écoute vraie. La compassion humaine, c'est l'antithèse de son champ d'action. Elle est appelée par le vide. Comblez-le, ne serait-ce qu'un peu. De retour à l'hôpital, les inspecteurs décident de suivre les conseils de Madame Thérèse. Donc, son plan, c'est de faire du social, de tenir la main des mourants, pour qu'un fantôme charitable aille voir ailleurs. C'est de faire notre travail, chef, protéger, même si l'arme, c'est juste être là. Ils établirent une liste des patients les plus vulnérables,
ceux dans l'isolement ou la détresse psychique étaient notés par le personnel. Ils passèrent eux-mêmes des heures dans les chambres, parlant, écoutant beaucoup, offrant une présence qui disait sans mots « Tu n'es pas seul dans cette dernière ligne droite ». Moreau, malgré ses réticences, se surprit à lire le journal à voix basse à un vieux monsieur qui ne réagissait plus. Dubois, lui, écoutait pendant des heures les souvenirs confus d'un ancien. En serrant sa main décharnée, quand la peur lui glaçait le regard. Il surveillait aussi, non plus pour piéger la dame, mais pour voir si leur présence faisait une différence. Une nuit, ils la virent de nouveau. Elle apparut dans le couloir, son gris se détachant à peine de l'ombre. Elle s'arrêta devant la chambre 7. Elle resta un long moment immobile, comme à l'écoute. Le jour suivant, aucun mort. La stratégie fonctionnait parfaitement. Les interventions de la dame devinrent de plus en plus rares. Elle semblait ignorer délibérément les chambres où une lueur humaine, si faible soit-elle, persistait. Puis vint le cas de la jeune femme Claire, prisonnière de son propre corps par une maladie neurologique. Une volonté de faire dans un corps de ciment. Elle communiquait par un ordinateur oculaire. Son message répété chaque jour à l'équipe soignante était clair. « Je veux vivre ». La dame apparut un jeudi. Moreau et Dubois étaient dans la chambre, parvenus à une alerte silencieuse, quand la forme grise se matérialisa près du lit. Claire écarquilla les yeux, non de peur, mais d'une intense curiosité. Son regard se porta sur son écran. La dame la regarda. Elle ne fit pas le geste habituel, elle attendit. Le synthétiseur vocal de Claire s'activa, d'une voix métallique mais ferme. « Non !» Le mot résonna dans le silence de la chambre. La dame ne bougea pas, puis elle fit un geste qu'il ne lui avait jamais vu. Elle posa le bout de ses doigts fantomatiques sur le front de la jeune femme, non pour prélever, mais comme pour sentir. Elle ferma ses yeux gris un instant. Quand la dame grise ouvrit ses yeux, elle regarda Moreau et Dubois. Son expression était toujours indéchiffrable, mais il y avait dans son attitude une nuance de respect, de reconnaissance pour leur travail de sape. Elle recula, puis pour la première fois, elle parla. Sa voix n'était pas un son, mais un mot directement implanté dans leur esprit comme un bloc de glace grise. Le lien, tiens, je reviendrai. Elle s'effaça, non par le mur, mais en se dissipant sur place, comme une brume emportée par un vent intérieur. Claire cligna des yeux, épuisée, mais triomphante. Son écran afficha. Elle est partie. Merci d'être là. Le lendemain, le pavillon retrouva un rythme plus naturel, sinistre mais humain. La dame en gris ne disparut pas. Elle était toujours là, en marge sentinelle d'un seuil. Mais ses interventions se firent plus rares, plus discrètes, ne ciblant pas les appels les plus profonds, les plus solitaires que toute présence humaine avait échoué à atteindre. Le dossier fut classé avec des conclusions médicales officielles. Moreau et Dubois n'en parlèrent plus, mais quelque chose avait changé. Vous pensez qu'on a bien fait, chef, de la tenir à distance, de prolonger ça? Thérèse avait raison. On n'était pas là pour arrêter un phénomène. On était là pour offrir un choix, une alternative à l'appel du vide, parfois protégé. C'est juste être un rempart contre la solitude. Le reste, c'est entre eux et la dame. Notre travail, c'est de nous assurer que ce choix, quel qu'il soit, ne soit pas fait dans l'oubli total. Parfois, tard dans la nuit, quand Moreau passait en voiture près d'un grand hôpital, il regardait les fenêtres faiblement éclairées des étages supérieurs. Il se demandait dans quelle chambre en cet instant même une âme épuisée attendait, espérait même la visite de la femme en gris
Il ne la voyait plus comme une faucheuse, mais comme une infirmière d'un service que la médecine refusait de nommer, une spécialiste des fins de parcours.